Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Procédé Critique, à 1 ou 2 jours près, cela dépendra quand cette vidéo est publiée, fêtons ensemble les 40 ans d'un film cultissime sorti en 1984, Once Upon a Time in America, C'era una volta in America, où il était une fois en Amérique, un métrage italo-américain réalisé par le grand Sergio Leone pour ici son film ultime, dans tous les sens du terme, peut-être ultime chef-d'œuvre, en tout cas son tout dernier, dans lequel nous retrouvons au casting dans le rôle de Noodles, dont on va voir ici le point de vue ultime, peut-être dans tous les sens du terme, j'y reviendrai, Robert De Niro, à ses côtés James Woods dans le rôle de Max, son meilleur ami pour le meilleur et pour le pire, citons aussi la présence de Elizabeth McGovern, Deborah alias le Love Interest de Noodles, qui dans sa version jeune est interprétée par Jennifer Connelly, dont c'est le premier rôle au cinéma. Et citons les présences pêle-mêle de Joe Pesci, Burt Young, Treat Williams, Tuesday Weld, Danny Aiello, et on en passe, pour presque 4 heures ici, d'un métrage que je découvre sur le tard, et enfin j'ai pu combler ici un pan dans ma cinéphilie, parce que oui, et oui, c'est presque un scandale que je le vois aussi tard, mais j'ai attendu le bon moment pour me le faire, le temps d'un week-end prolongé, et voyant qu'il allait fêter ses 40 ans, alors évidemment, ici, il s'agit d'un procédé critique, je le précise d'emblée, même si je l'ai vu il y a 24 heures et que j'ai beaucoup réfléchi sur l'œuvre, j'ai pris quelques notes et tout, que je ne vais pas lire ici. Voilà, c'est un peu là dans ma tête. Je vais être très incomplet sur ce film et je vais vous donner, on va dire, mon ressenti global, peut-être quelques interprétations, quelques réflexions comme cela, mais je vous laisserai évidemment réagir en commentaire pour dire ce que j'ai oublié ou mal dit. Cela va de soi, parce que tout dire sur un tel film après un seul visionnage, c'est largement impossible, même après 10 et en ici moins de 20 minutes, 30 minutes, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, vous voyez déjà la durée de toute façon en la regardant. Oui, bah forcément, il y a des choses que je ne vais pas évoquer là, et c'est évident. Alors, c'est une adaptation d'un roman que je n'ai pas lu, de Hoods, de Harry Gray, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai pas le nom sous les yeux, mais bon, que Sergio Leone avait en tête, mais depuis peut-être des décennies, il voulait faire ce métrage depuis très longtemps, tant et si bien qu'il l'a insufflé d'ailleurs dans certaines de ses œuvres précédentes, notamment les deux précédentes, les deux premiers volets de la trilogie sur le temps, les Once Upon a Time, enfin ça c'est pour les titres français surtout, Once Upon a Time, parce que il était une fois la Révolution, c'est pas ça en VO, ni en italien, mais bon, peu importe. Donc là, il réalise un rêve, qui sera d'ailleurs son tout dernier, son rêve américain ultime, à l'image de ses personnages ou pas. Bref, disons qu'il a été très précis dans sa confection, cela se sent. L'histoire, pour faire simple, entre 1922, l'enfance, et 1968, le retour, voilà, en mode vieillesse, c'est surtout l'histoire de Noodles, et donc de ses amitiés, ses amours, ses désillusions, son rapport au crime, sa rédemption peut-être, ce qu'il a mal fait, ce qu'il a envie de mieux faire. On part donc en 1922 avec sa bande de potes, là, où Max va venir s'intégrer, Max va devenir son meilleur ami, et on voit comment il commence un petit peu dans l'univers du crime, avec quelques ambitions personnelles, des promesses aussi qui ne seront pas forcément tenues, et un beau jour, Noodles va faire face à la mort, dans tous les sens du terme, donc il va se retrouver en prison. Alors ensuite, on a toute une temporalité de son retour en 1933, avec la fin de la Prohibition, c'est très important ici le contexte américain, il va se passer plein de choses, voilà, il va encore faire face à la mort, décidément, il regarde beaucoup la mort, Noodles, et ensuite, il va partir de New York et revenir des années après, en 1968, pour faire le bilan, ou peut-être chercher un pardon total. Enfin, c'est peut-être plus compliqué que cela, sur le papier. Évidemment, je vais faire une zone spoiler très vite, on va pas forcément s'économiser sur certains détails. Ce qui est certain, c'est que ici, c'est un récit épique d'un jeune qui part de rien, qui est né dans un quartier pauvre, d'un quartier juif à New York, qui s'est fait un petit peu tout seul avec ses amis, ou qui s'est mal fait aussi, cette réflexion habituelle de ces films de gangsters à la Parrain, etc. C'est un peu la face opposée, mais très proche d'ailleurs, du diptyque à l'époque de Francis Ford Coppola. Alors on n'est pas dans l'immigration italienne, mais les origines juives, des mafias qui se sont souvent d'ailleurs confrontées, mais ici il y a un petit lien à un moment avec les Italiens, ce qui peut peut-être poser des soucis au regard de Noodles quand il sort de prison. Et ça, j'y reviendrai, sur cette idée du temps qui manque. C'est un film très profond là-dessus.
Et ce qui est fort dans ce film, évidemment, pour l'avis global, c'est que c'est juste un chef-d'œuvre absolu, ça c'est sûr. Je ne saurais dire, là, après une seule lecture, si c'est le meilleur Sergio Leone, et ça n'a aucun sens, parce que vu ce qu'il a fait avant, de toute façon, si on commence à essayer de classer ses films, on peut s'arracher les cheveux pendant des heures, voire des jours. Ce qui est sûr, c'est que oui, on sent qu'ici, il est allé au bout de son art. Enfin, il aurait peut-être fait encore plus fort avec Leningrad derrière s'il n'était pas décédé avant de pouvoir le finaliser. Ça, on ne le saura jamais. On peut fantasmer ça comme le Stalingrad d'ailleurs aussi, décidément, de Stanley Kubrick. C'est vrai qu'on peut faire des liens avec Kubrick et Leone sur pas mal de choses ici, notamment sur l'exigence, on le voit, hein, sur les décors, la reconstitution. On le sait, il a tourné parfois plusieurs scènes, des dizaines de fois, alors que c'était très compliqué de les mettre en place. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail technique, ni aussi sur les origines et voilà, tous les scénaristes qui ont bossé là-dessus, comment ça a pu se mettre en place plus ou moins facilement, y compris les versions différentes niveau longueur, selon la sortie américaine et italienne, ou européenne, etc., ou les ressorties derrière. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que certains l'ont très bien fait, notamment l'ami Cinescope, sur sa vidéo Flopbuster. Par contre, précision, je pense que vous m'auriez demandé en commentaire, j'ai vu la version de 3h49 qui serait la version ultime de Leone. Voilà, donc c'est celle-ci que j'ai choisie. Oui, elle est exceptionnelle là-dessus. Alors, évidemment, comme c'est un film qui nous renvoie à trois époques, n'allez pas y voir une vision littérale et, on va dire, chronologique, ce que malheureusement les Américains ont eu en salle. Non, ça va et vient sur des flashbacks, des souvenirs, et puis l'après. Ce qui est sûr, c'est que sur le plan esthétique, c'est en raccord parfaitement avec les thématiques. Donc, c'est une vision de l'Amérique, d'un Italien, qui a bossé en Amérique et qui bosse en Amérique. Là aussi, il y a toujours cela, un peu comme Coppola, d'origine italienne, hein, qui part de l'Amérique avec Le Parrain. Ok, ça, on peut faire des liens, mais on va pas forcément s'amuser à faire que des parallèles entre Le Parrain et Once Upon a Time in America, parce que c'est quand même des films très différents, au final, aussi. Et donc cette vision-là sur justement comment le temps consume ces illusions et ce rêve américain, un rêve américain bercé d'illusions, jusque d'ailleurs à cette scène dans la fumerie d'opium sur laquelle je vais revenir, parce que beaucoup de théories peuvent être faites dessus, mais au-delà des théories, ça a dit énormément. Donc la façon dont il narre l'intrigue, enfin, son film, ici, Sergio Leone, est extraordinairement en adéquation avec ce que voit Noodles. C'est-à-dire que le film que nous voyons, c'est le film de Noodles, le film de ses souvenirs et le film de son retour. Beaucoup de choses sur ce point-là, et c'est pas pour rien que la caméra, souvent, nous montre les yeux, nous montre les visages. De toute façon, c'est déjà ce qu'il avait fait avant, dans ses films précédents. Et là, c'est encore plus poignant, plus marquant, dans le sens où, à chaque fois qu'il y a des transitions, c'est du regard de Noodles, fixe la lumière, il fixe une fente où il voit quelque chose et on voit quelque chose. Et en fait, c'est le cinéma de ce personnage-là, le cinéma des souvenirs, des mémoires, etc. Et le côté spectacle, illusion du cinéma aussi, j'y reviendrai. C'est exactement ça, le film est une mise en abîme totale qui nous fait dire que le cinéma c'est la vie c'est le cinéma. On peut toujours, voilà, même si c'est de la fiction, fiction, ok. Mais quand tu vois ça, tu te dis que sur le point de vue, c'est assez fascinant. C'est super bien travaillé, donc dans les raccords, dans la façon dont on place le cadre et tout, et dans ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire que Sergio Leone, à chaque fois qu'il veut, qu'il montre de la violence, qu'il montre des hommes avec des femmes, il y a beaucoup de gros problèmes là-dessus, c'est qu'il dresse un portrait de cette Amérique corrompue de toute façon d'emblée, et de la violence et de la mort qui va de toute façon empêcher la beauté, l'insouciance, que ce soit de l'amitié ou de la décence de l'amour. Et c'est en ça que le film est extraordinaire, il est très proustien, ce métrage, hein, à la recherche du temps perdu. On peut reprendre d'ailleurs une réplique que Noodles fait quand il revient voir son pote, ancien chef du speakeasy, patron du speakeasy pendant la prohibition, mais maintenant patron d'un bar à la Fatmo, où il lui dit voilà, je me suis couché tôt, je ne sais plus ce qu'il dit exactement. Ça revient évidemment au début du côté de chez soi, le premier tome à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, hein. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Et derrière, si on continue l'incipit de ce roman fleuve, c'est ça, hein, parfois à peine, alors là je lis parce que je l'ai pris en note, parce que sinon je l'ai pas en tête, parfois à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors. Et à un moment on a ça, c'est-à-dire qu'il fixe une flamme dans la fumerie d'opium et à peine le temps, il s'endort, mais la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil, l'éveiller derrière, et on se demande justement ce qui se passe avec Noodles ici. Il s'endort, il se souvient, et il se réveille au moment où il pense pouvoir faire la paix avec lui-même. Et ça, c'est génialissime, parce que le rapport au temps dans le film, qui est en étroite adéquation avec l'Amérique, la vision de l'Amérique, c'est d'emblée très fort, parce que le temps, la période du temps où
Noodles né avec ses potes dans un quartier pauvre au moment où la criminalité va exploser. 1922, ils ont 12 ans. Ça va être le début peu avant, hein, 2 ans avant de la prohibition, qui fait que, évidemment, les gangsters vont encore avoir plus de business. Quand ils sortent de prison, la prohibition prend fin. C'est sur cette période clé-là que tout s'emballe. Et Noodles, lui, il s'emballe tellement qu'il va avoir cette parenthèse, donc, parce que face à la mort, il va passer une dizaine d'années au trou. Et quand il revient, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il voit ses potes qui ont évolué. Lui, il a perdu le temps, là, qu'il n'a pas pu avoir pour les suivre dans cette ambition qui va les détruire, et lui, il les voit se détruire. Donc, il va prendre une décision pour empêcher la destruction. Et la recherche du temps perdu, c'est aussi le temps oublié, le temps qui ne reviendra jamais. Après, on a évidemment le temps retrouvé, éventuellement, d'un avenir où il va essayer de finalement, pas forcément de chercher les réponses, mais faire face à ce qu'il a décidé de fuir pendant plus de 30 ans. Là-dessus, il y a tout un jeu de transition, évidemment, notamment dans cette gare-là, où il y aurait tant à dire. Pour revenir d'ailleurs sur ce point esthétique, c'est que Sergio Leone, il parle de l'Amérique, il esthétise son cinéma par rapport à l'Amérique, tant et si bien que cette gare à elle-même, d'ailleurs, bercée d'illusions, avec Coney Island, là, voilà, l'endroit de l'insouciance et de l'innocence, parc d'attractions et tout, hop, c'est un tableau, quoi. Enfin, c'est un tableau, c'est un rapport pictural, lui qui, Sergio Leone, s'inspire de certains tableaux ou photographies de l'époque, Edward Hopper notamment. Là, voilà, quand il passe là, il passe le monde de l'insouciance, il s'en va de New York, et quand il revient 35 ans après, il tourne le dos, ça a changé visuellement, mais au même endroit, à l'amour. Il a tourné le dos à l'amour en perdant son temps et en ne pouvant pas être vraiment quelqu'un digne d'être aimé ou capable d'être aimé. Et c'est en ça que Sergio Leone, il brasse donc l'horreur de cette Amérique-là, qui transforme ses enfants en, j'allais dire en guerriers, en gangsters, faut pas exagérer quand même, et du coup on les voit à cette période de l'innocence, où ils ont envie de succomber à leur désir, l'amour, mais en fait, et l'amitié, ok, mais en fait celle-ci va être pervertie. Pas pour rien que le film s'ouvre sur la mort, je le dis, hein, de la petite amie, c'est un personnage très secondaire, hein, de Noodles avant qu'il quitte New York, avec donc le rapport phallique à l'arme et tout. Les femmes sont maltraitées, sont violées, sont battues, sont tuées dans le film. C'est pas un rapport misogyne de Sergio Leone, et on lui a reproché cela, c'est justement plutôt le regard qu'il a sur l'Amérique qui empêche ce rapport amoureux et de traiter justement des personnages plus ou moins innocents, en tout cas les femmes, ici, enfin, innocents dans un sens, elles sont loin du business des hommes, ça empêche un traitement positif. C'est pas lui qui déteste les femmes, c'est les femmes qui sont en rupture par rapport à ce monde. Et il le montre déjà dans Once Upon a Time in the West, enfin, il était une fois dans l'Ouest. Clairement, il le montre déjà, hein, cette perversion-là. Donc c'est sa version de l'Amérique, et en soi, c'est pas si faux. L'Amérique qui viole ses idéaux aussi. Et donc oui, la perte de l'insouciance et de l'innocence au début, elle est marquée de plein de choses, hein, voilà, rapport à... Ouais, ils commencent à être ados, l'amour... mais il y en a certains qui font le choix de rester dans l'innocence. Le petit Patsy, par exemple, hein, l'un des membres du groupe, qui va préférer manger sa Charlotte aux fraises, là, plutôt que justement d'utiliser celle-ci pour s'offrir sa première fois avec Peggy, là, qui ensuite deviendra la gérante d'un bordel. Là aussi, la destinée, hein, pour en parler, mais la destinée est toute tracée pour tous ces personnages, de toute façon, dès le début. Et c'est ça qui est très fort, c'est-à-dire que finalement, ça reste des enfants, certains aussi. Et certains, après, il y a la rupture. Et au moment quand il va avoir leur première fois, après, il va y avoir le drame et la mort qui va, et puis l'ambition qui va perdre Max, par exemple, et la mort qui va perdre pendant plus d'une dizaine d'années, mais plus que cela, au final, Noodles. Très passionnant, tout cela. Très passionnant. Cette Amérique corrompue, de toute façon, qui nous ont montré voilà, deux périodes par les flics corrompus, 2 flics, là, phase 2P, je crois, en VF, et le chef Aiello, là, ça peut paraître même ridicule par moment, tant que ces policiers, en fait, ne servent à rien, et sont juste des organes d'un pouvoir qui n'est pas vraiment très propre. Et ça reviendra à la fin avec ce personnage du sénateur, ou Secretary en version originale, hein, le fameux Secretary Bailey, qui va finaliser le film de façon assez étrange. Voilà, après je peux toujours brasser d'autres choses, hein, notamment sur le côté spectacle dans le spectacle, hein, le spectacle de danse de Déborah vu à travers la fente comme s'il était au cinéma par Noodles, et ces transitions-là qui reviendront par la suite, hein, sa vision des choses de l'Amérique, sa vision de sa vie, sa vision du temps perdu et de cette Amérique qu'il n'a jamais pu vraiment embrasser complètement, enfin cette ambition qu'il a refusé d'avoir à un moment d'ailleurs parce que tout cela fait que c'est un film total méta sur l'existence même de ces personnages dans ce cinéma illusoire de l'Amérique, de ce rêve américain au pièces. Et là je vais être obligé de... Alors, avant la zone spoiler, musique de Ennio Morricone, voilà, hein.
peut-être, je sais pas si c'est la meilleure composition, là aussi c'est pareil, hein, comme Sergio Leone, les meilleurs films, meilleure composition d'Ennio Morricone. Alors, au début, vous avez entendu voilà, le morceau Poverty, oui, ça s'inscrit ainsi d'ailleurs, hein, parle de la pauvreté ce morceau, de l'enfance, mais il y a aussi le Deborah's Theme et d'autres choses avec de la flûte de Pan par moment, alors, qui rappellera évidemment certains westerns, mais là c'est pas du western, c'est juste l'ambiance et tout. Mais maintenant, voilà, pour parler de ce rêve américain opiacé, peut-être quelque part, et autre chose, spoiler, il y a des scènes marquantes que je vous préfère garder à celles et ceux qui l'ont vu, notamment la mort de Dominique, évidemment, qui va faire basculer Noodles. Alors Dominique, pour contextualiser, c'est le plus jeune de la bande, et on voit évidemment, hein, j'ai choisi ça comme miniature, ce moment avec le Manhattan Bridge au fond, où on voit les jeunes là qui s'avancent, un peu dans cette insouciance, envie, cette promesse ensemble de créer leur business sans devoir aux autres, promesse qui ne sera pas tenue avec l'ambition, puisque quand Noodles sortira de prison, on apprend que Max et ses potes font un Miami avec la mafia italienne et travaillent pour eux, donc là, vous voyez, Noodles déjà est une rupture. Bon bref, insouciance et tout, et Dominique, le plus jeune, c'est celui qui mène la bande en dansant, enfin, le plus joyeux de tous, et Dominique, bah, en faisant cela d'ailleurs, hein, il signe son destin funeste, il va se faire abattre par la bande rivale, là, et c'est terrible, parce que Noodles est, voilà, à travers son regard encore, le spectacle de la mort que lui offre l'Amérique, et après il va avoir la rage et la violence, et il va tuer, et ça, son destin est fini. C'est ça aussi, le destin. C'est un film de fatum absolu, c'est-à-dire que là, Noodles, de toute façon, d'emblée, en mettant le nez là-dedans, il sait que, mais lui, c'est le premier à être confronté avec à la mort en 2 temps, hein, qu'il subit et qu'il donne. Et après, dans ce temps qui va, voilà, qui va passer, où il ne pourra pas être avec les autres, il va y avoir une dichotomie qui va faire que l'amitié ultime qu'il a eue avec Max, qui se joue sur le temps aussi, parce que cette amitié avec Max, il y a cette allégorie totale avec la montre à gousset là et tout, il y a le subterfuge, l'illusion qui va revenir à la fin d'ailleurs, voilà, de ce passage où on voit Max d'ailleurs directement représenté comme une sorte de roi qui rêve d'être sur son trône là, de la calèche, t'as l'impression que, et après il y a un truc qui va passer, ça va faire écho à la fin, et les deux vont s'échanger le temps un petit peu à un moment et sceller leur amitié avec ce temps-là, avec cette représentation du temps, la montre, très, très intéressant. Ça, vous voyez, je balance ça comme ça, mais ça mérite après de poser, d'écrire dessus et de réfléchir. Hein. C'est pour ça que moi j'ouvre des portes là. Et donc, oui, bah, quand il revient de prison, bah, c'est plus possible en fait. Noodles, là, il se rend compte que Max et ses potes vont trop loin, lui, il est décalé, hein, parce qu'il est resté à son enfant. Il est devenu adulte, mais à part d'eux. Et donc, en fait, le drame de sa vie, c'est qu'il va vouloir les sauver, et c'est ça hein, qu'on voit avec le coup de téléphone là, qui le hante, quand il rentre dans son rêve opiacé, c'est qu'il va les balancer, il va devenir le rat. C'était dans son destin, de toute façon, déjà un destin animal absolu, puisque quand il observe Déborah, après, le traite de cafard à rat, la balance, en gros, la taupe, hein, si vous voulez, enfin, de rat. Ça marche bien en anglais, le rat, ouais, bon. On voit que de toute façon, d'emblée, il est déshumanisé, et déshumanisé par ses origines et par le fait qu'il grandisse dans cette Amérique pauvre-là, qui ne va pas le regarder de toute façon en face. Mais lui, il va regarder en face l'Amérique, et il va y voir du mal. Et il va devenir le mal aussi. Le mal par procuration de cette Amérique. Et donc, oui, il va les balancer, et il croit les sauver, mais non, tragédie ultime, ils sont tous morts. C'est pour ça qu'après, il s'en va, parce que bon... Voilà, mais il revient, et quand il revient, il y a une surprise. Alors, bon, je vais revenir sur la théorie finale, mais quand il revient, donc il se rend compte que Max a subterfuge, comme on l'a vu au début avec la montre et tout, mais subterfuge, il a fait la même chose avec sa mort. Il est devenu donc une autre personne, un sénateur, ou genre secretary en VO, donc c'est pas un sénateur, mais bon, peu importe, personne très influente. L'ultime corruption de l'Amérique, peut-être secrétaire de la défense, je sais pas, au gouvernement américain, on peut toujours imaginer. Et donc on se rend compte que y a Déborah. Alors Déborah, justement, elle est avec lui, elle est avec Max. Déborah, c'est la femme que Noodles n'a pas pu avoir parce qu'il s'est laissé corrompre. Et que dans ce monde-là, dès qu'on se laisse corrompre, les femmes, qu'est-ce qui se passe? Ou on les tue, on les torture, ou on les viole. Quand Noodles viole Déborah, ça peut paraître gratuit comme scène pour beaucoup, mais c'est faux, c'est absolument terrible. Il va au bout de sa destinée affreuse, il ne peut pas l'obtenir, il ne peut pas l'avoir, il la souille. Elle qui veut vivre son rêve américain à Hollywood, qu'elle arrivera à avoir peut-être, je dis peut-être parce que, mais il ne pourra jamais l'obtenir elle, et l'amour entre les deux sera impossible. Et dès le début, de toute façon, il est souillé, cet amour pur, quand il essaye de l'observer, même s'il se dérobe au dernier moment quand elle se déshabille, on comprend l'idée quand même. Donc il y a ça, et donc quand il retrouve Max à la fin, de toute façon Max est mort, donc que ce soit devenu... il n'est pas si surpris, il est surpris, mais ce n'est plus Max, Max est mort, que ce soit Max qui est survécu, voilà. Et donc il y a cette fin où Max finalement disparaît. Alors ça c'est très fort, il disparaît derrière
cette benne à ordures, comme s'il se jetait dans les détritus, puisque lui, peut-être, est une forme de détritus de l'Amérique corrompue. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est une illusion finale? Est-ce qu'il y a vraiment Max à la fin? Ce qui est sûr, c'est que Noodles, lui, il fait sa boucle. C'est-à-dire qu'il revient sur le God Bless America du début, et on le retrouve en train de fumer son opium, il ressort de son rêve opiacé, et avec ce rictus face caméra à la fin, encore une fois, un regard qui, là, nous est destiné, on peut se poser la question. Est-ce que finalement... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le jeu sur le temps, au final, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que de toute façon, il est perdu, il est dans ce rictus, il est dans cette illusion, il est... s'il veut vraiment pouvoir nous sourire, il faut qu'il soit ailleurs. Ou alors, théorie, hein, beaucoup de gens l'ont eu, et c'est pas faux, et c'est pas bête, c'est presque intéressant, plus qu'intéressant, c'est presque pertinent, c'est surtout très pertinent, je trouve. Ce serait en fait tout ce qui se passe en 1968, à partir du moment où il quitterait pour New York, la gare et tout, avec cette transition miroir, d'ailleurs, un effet de miroir, il passe dans l'autre monde, c'est pas Alice au Pays des Merveilles, mais c'est pas loin. Quand il quitte cette gare et qu'on le revoit face caméra, mais face miroir, qu'il a vieilli, en 68, tout ça, ça serait fantasmé dans cette fumerie d'opium, où il mélangeait les souvenirs et ce qu'il aimerait que sa vie soit après. Où il aimerait que Max finalement ait survécu, mais non, et que Deborah soit heureuse, elle ait eu un enfant avec lui, ou pas, on sait pas. Non, elle a eu un enfant visiblement avec un autre. Peut-être qu'il fantasmerait que... non, c'est lui qui a eu un enfant, c'est pas Deborah, c'est pas le fils de Deborah, c'est le fils de Max. Bon bref, le retour de Max en adolescent par le fils de Max, fantasme ultime, c'est complètement improbable. Et quand on regarde de près, la théorie du rêve est très évidente sur le papier, parce que ça n'a aucun sens. Ne serait-ce que dans le vieillissement des personnages, alors De Niro, ils l'ont vieilli vite fait, mais bon, pourquoi pas, il a bien vieilli, on va dire. Par contre, c'est Deborah, à un moment, on la voit, elle n'est pas plus âgée que dans ses souvenirs. Alors elle est dans son masque d'actrice, maquillage, mais quand même, on voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Et l'idée qu'il aurait pu, subterfuge ultime, faker sa mort pour devenir une autre personne, genre que personne ne se posait la question que ça pourrait être Max, parce qu'il n'a pas vraiment changé physiquement. Vous voyez bien qu'ici, on est dans un truc qui presque ne fonctionne pas dans le réalisme, et c'est du cinéma ici, c'est pas du réalisme. Donc que ce soit un rêve, oui, ou pas, peu importe, c'est une fiction et on transcende ici les choses, parce que de toute façon, ce qui se passe après, que Max finalement soit mort, bah oui, on peut toujours imaginer autre chose si on veut. Ce qui est sûr, c'est que la rédemption cherchée, à la recherche du temps perdu, ou le temps retrouvé ou non, ça ne va pas fonctionner pour Noodles. Donc de toute façon, c'est pour ça qu'on revient au moment où il fume l'opium. Peu importe que ce soit un rêve ou pas, on revient à ce moment-là où il est bloqué. Il est bloqué, il a balancé ses potes sont morts, il est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instinct d'avenir pour lui, et il va être bloqué dans les souvenirs. Et finalement, ce qui va fonctionner plus ici, c'est les souvenirs qui vont être concrets. Ce qui se passera après, que ce soit vrai ou non, de toute façon, ce n'est plus sa vie à Noodles. Il est déjà mort. De toute façon, Noodles, techniquement, il meurt quand il voit la mort et quand il donne la mort. Après, tout ce qui se passe, c'est autre chose, quoi. Il ne vit jamais vraiment. Certes, il a une petite amie, mais bon, elle est vite tuée. Ça prouve aussi que de toute façon, rien ne lui est possible. Et on peut faire des théories pendant des heures. Moi, je trouve que, voilà, ici, on est quand même dans une mise en abîme d'un spectacle d'une existence. Un spectacle de jeu d'ombre, comme on voit d'ailleurs à cette fumerie d'opium. Il y a un petit spectacle là-dessus. Le spectacle ultime qui se fait à travers les yeux, qui voit vraiment, mais qui fantasme. Et à la fin, où elle est actrice et tout, oui, on peut toujours aller derrière. À l'envers du décor, au-delà du miroir, de toute façon, le destin était tracé. Noodles est presque mort-né dans ce quartier. Et à partir du moment où l'innocence et l'insouciance de l'enfance meurent, tout meurt. Y compris d'ailleurs leur amitié morte. Parce que des gens sont tués, mais aussi, passage... Dès que le rapport au sexe se fait, de toute façon, après, il y a une transition qui fait que sexe égale violence, égale corruption de l'Amérique, un peu l'image ici qu'on a pu voir à travers tout le métrage, qui est d'une richesse totale sur ce plan-là, et je ferme la zone spoiler, parce que voilà, là je balance plein de trucs, c'est très pêle-mêle, mais en gros, vous l'avez compris, j'ai adoré ce film, et il me fascine, il me fait faire beaucoup de réflexions. J'en ferai des choses, mes notes sûrement, je ne sais pas où et comment et quand. Le temps, de toute façon. Hein. Ce qui est sûr, c'est que là, on va au bout du bout, et il affirme encore plus ses thématiques par rapport à cette lecture d'un pays qui le fascine, mais qui le questionne, Sergio Leone, et le rapport au temps de cette histoire américaine et de l'histoire de ses personnages. Parce que finalement, c'est pas plus sur l'histoire de l'Amérique ici que c'est intéressant, mais sur comment ces personnages vivent, grandissent, évoluent, et se perdent dans cette Amérique-là. Et c'est encore un film sur des humains. On le voit, hein, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution, les rapports humains, c'est des amitiés ou non possibles, l'ambition qui vient corrompre cela, la violence, la vengeance, tout ce que vous voulez. Là, on est plus dans la rédemption que la vengeance,
comme c'était le cas avec le personnage de Charles Bronson, l'homme à l'harmonica dans Il était une fois dans l'Ouest. Là, c'est vraiment essayer de chercher un pardon. Et pourtant, il a essayé, quoi. Il a essayé, mais tout ce qu'il a pu faire, de toute façon, était destiné à la perte de ceux qu'il aime et à sa propre perte. Donc c'est vraiment une véritable tragédie. Il était une fois en Amérique, que je suis content d'avoir enfin découvert. Un film qui va me hanter pendant un petit moment. Un peu l'ultime chef-d'œuvre absolu que je pouvais imaginer sur cette thématique de l'évolution de l'Amérique et de ses personnages dedans, qui subissent cette ambition et ce rêve américain, hein, c'est toujours plus, ambition totale, de devenir le roi de tout. Hein, coucou sénateur Bailey, entre guillemets. Mais ouais, voyez ce film si c'est pas fait. Profitez de sa BO aussi, de son esthétique, de ses jeux d'acteurs, je ne vais pas parler, mais de De Niro, encore extraordinaire parce qu'il est plus en retenue que jamais, là, et c'est très fort. Voilà, James Woods, Elizabeth McGovern, tout ça, très bien, même les enfants, là, voilà, je ne les ai pas cités, mais extraordinaires aussi. La plupart n'ont pas fait carrière, à part Jennifer Connelly, c'est très fort. Et voilà, voyez-le, revoyez-le, revoyez-le, moi je le reverrai bien sûr, hein, peut-être en parler autrement un jour, ou que ce soit par écrit ou ailleurs, ou en vidéo spéciale, ou en live, ou chez des amis, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que c'est un film sur lequel on ne pourra jamais avoir tout dit, et encore heureux, c'est ça qui fait l'apanage d'ailleurs des métrages cultes. À vous la parole, dites ce que vous avez à dire, rebondissez sur ce que j'ai pu précipiter un petit peu ici à droite à gauche, rebondissez, enfin voilà, développez des choses que je n'ai pas dites, il y a forcément plein de trucs que je n'ai pas évoqués, bien évidemment, ça c'est certain, parce que c'est, voilà, hein. Et voilà, allez, on peut en parler pendant longtemps, là, commentez, voilà, et on échange. Je vous dis à la prochaine, ciao.